Thierry Brett, vous êtes le fondateur donc, de Presse Évasion. Vous détenez plusieurs compétences dans les domaines du business, de la communication, l'art, l'économie. J'ai quelques questions qui intéressent, je pense, les Français à vous poser sur du social, de l'économie, de l'écologie aussi, éventuellement. Alors, je vais vous poser une première question. Quel est votre point de vue sur l'économie actuelle en France, sur son évolution? Vaste question, Arthur, effectivement, puisque l'économie a été mise à mal par la crise sanitaire que l'on vient de vivre, que l'on vit depuis 18 mois ou presque maintenant, que l'on vit toujours, puisque les dernières informations concernant, ça va plaire à mon ami Daniel, concernant la Covid-19 sont en train de repartir à la hausse au niveau des taux d'incidence, puisque à partir de lundi d'ailleurs, une quarantaine de départements vont remettre en place le port du masque obligatoire dans les écoles. Donc on peut craindre également qu'il y ait des incidences nouvelles sur le volet économique et dans les entreprises qui ont été globalement très affectées par cette pandémie. À l'échelle mondiale, c'est évident, à l'échelle de l'Hexagone et aussi, et plus particulièrement certaines filières de l'économie, tout ce qui concernait le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les services, les transports notamment. Alors, forcément, on a une situation économique qui est un peu ambiguë, puisque entre la crise sanitaire, entre les successions de confinements, hein, je crois qu'on a eu 4 épisodes de confinement ces derniers mois, l'histoire du pass sanitaire qui n'a pas arrangé non plus les choses au niveau des relations entre les Français et leur système économique, une insécurité par rapport à cette pandémie fait qu'effectivement, il y a eu quand même des grosses difficultés dans les entreprises. Il y a un point positif qui est à noter, c'est l'effort de l'État. Alors, l'État a joué vraiment son rôle dans cet esprit régalien qui est l'économie pour lui, c'est-à-dire qu'il y a eu le plan de relance, ça a été X milliards d'injectés à travers tout un tas de filières, toutes les filières principales de l'économie. Donc, certaines entreprises ont bénéficié de ce plan de relance qui va d'ailleurs se poursuivre au moins jusqu'en 2022, voire en 2023. Donc, on peut dire que les effets de cette crise ont été atténués pour la plupart des entreprises et des systèmes économiques en France grâce à l'effort de l'État. Et là, on parle de l'État dans son côté, je dirais, éthique, institutionnel, et on ne fait pas bien sûr de politique politicienne, puisque ce n'est pas une histoire de politique, c'est une histoire de représentativité de l'État. Donc l'État a joué son rôle, sans aucun doute, brillamment par rapport à d'autres pays du globe, voire même européens, et que les entreprises au jour d'aujourd'hui s'en sont pas trop mal sorties entre différents outils de financement, à commencer par les fameux PGE, les prêts qui ont été générés par le biais des banques, qui ont permis justement d'apporter une certaine souplesse de fonctionnement dans les trésoreries ou dans certains projets de développement pour les entreprises. Donc, la photographie que je fais de notre économie au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas si mauvaise que cela, parce qu'effectivement, grâce à ces subventions, à ces perfusions de l'État, mais ô combien nécessaires, je dirais que grosso modo, on n'a pas eu d'effet négatif en soi. On craignait des plans de licenciement massifs, on craignait des fermetures, en veux-tu, en voilà. Quand on se renseigne auprès des tribunaux de commerce qui ont en charge justement les dépôts de bilan, il n'y a pas eu tant de dégâts ou tant de casses que ça, y compris au niveau du chômage, puisque même les chiffres du chômage donnés par Pôle emploi ces dernières semaines sont plutôt bons, parce qu'effectivement, il y a cette aide de l'État. Alors, la question qui est en substance, c'est de se dire qu'effectivement, quid de l'avenir, puisque je prends l'exemple des PGE, les prêts garantis par l'État, ils ont été reconduits maintes et maintes fois sur plusieurs périodes, et qu'il va bien falloir les rembourser pour les entrepreneurs. Seront-ils solvables au moment du remboursement? Cela va aussi se rajouter aux charges habituelles. Arthur, nous n'aurons la réponse que dans le courant du second semestre 2022. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je ne suis pas devin.
D'accord, d'accord, mais c'est très intéressant d'avoir, votre point de vue car j'en entends beaucoup, je fais des témoignages dans la rue, de tout type de salariés. Je vais voir les salariés, je vais voir des entrepreneurs, je leur demande j'ai des avis très, différents, suivant le statut, social et professionnel. J'ai une autre question, toujours, autour de l'économie. Comment les acteurs économiques, selon vous, peuvent-ils réduire le chômage en France? Alors ça, c'est encore une question très intéressante. Alors, au jour d'aujourd'hui, le chômage, c'est assez ambigu. Parce qu'effectivement, on a un taux de chômage assez important, même s'il y a des baisses annoncées et vérifiées par Pôle emploi, qui est un organisme qui a quand même le mérite d'avoir les mains dans le cambouis et d'essayer de faire des choses, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Donc, il y a quand même des résultats par Pôle emploi. Ça, c'est une première évidence. Ensuite, je dirais que dans ce chômage ou dans ces personnes qui ne travaillent pas, il y a des choses assez contradictoires. Moi qui suis un média économique, j'ai le privilège de rencontrer énormément de chefs d'entreprise, d'investisseurs, de partenaires financiers du monde économique qui se posent tous des interrogations parce que c'est la problématique numéro un de l'économie au jour d'aujourd'hui, c'est le recrutement. Nous avons en face de nous des entreprises industrielles, artisanales, commerçantes, de services, de l'agriculture, de la viticulture, par exemple, qui ont des besoins importants en termes d'embauche. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas rare, aussi bien auprès des TPE, des PME ou des grands groupes, de trouver des entreprises qui peuvent chercher, recruter entre 30, 40, 50, 60 personnes qui ont des postes à pourvoir. Et le paradoxe de la situation du moment, c'est qu'en face, il n'y a personne à mettre en face de ces postes. Alors, ces postes, ce ne sont pas de simples postes faire-valoir, CDD ou des postes mineurs. Ça va de niveau CAP au niveau ingénieur, ça va au niveau ouvrier, employé, à des agents de maîtrise, à des cadres, à des ingénieurs. Donc on peut vraiment dire que toute la palette représentative de l'emploi dans notre pays est représentée dans ces postes qui sont proposés. Quelques chiffres, l'agriculture, c'est plus de 10 000 postes, par exemple. Le monde de l'automobile, autant. Le monde de l'hôtellerie-restauration a à peu près 6 000 postes à pourvoir, mais dans l'instant T, au moment où l'on se parle, etc., etc., sans parler de l'industrie, puisque l'industrie, également la mécanique, a énormément de postes. La filière de la soudure, la filière de la chaudronnerie sont des denrées rares depuis fort longtemps, où on ne trouve plus de soudeurs, on ne trouve plus de chaudronniers, alors que ce sont des postes à haute valeur ajoutée, avec des salaires plutôt affriolants quand on les regarde de près. Alors d'un côté, on a donc la demande qui est très importante, de ces entrepreneurs qui ont besoin, qui ont des carnets de commandes avec la reprise de l'activité économique depuis quelques mois qui explosent. Les carnets de commandes sont à 6 mois, 8 mois, voire même plus. Allez trouver, Arthur, aujourd'hui un artisan plombier ou un artisan électricien pour venir réparer quelque chose chez vous, c'est compliqué. Dans les travaux publics, c'est la même chose. Donc les postes existent. En face, alors, on va se dire, mais où est la main-d'œuvre? La main-d'œuvre, elle est là, forcément, puisque nous avons quand même globalement entre 3 à 5 millions de chômeurs en France, selon les catégories. Je ne suis pas un représentant de Pôle emploi, mais il faut quand même savoir qu'il y a à peu près une dizaine de catégories différentielles de chômage en France et qu'il faut faire la somme de toutes ces catégories pour avoir un panorama assez exhaustif. Donc, on est plus près, quand on nous annonce 3 millions ou 3 millions de chômeurs en France, on peut en rajouter un peu plus selon les catégories, selon les postes partiels, temps partagé, etc., etc., des missions particulières. Bref, en définitive, ces postes pourraient être pourvus parce qu'il y a la main-d'œuvre en face qui existe. Problématique, c'est qu'il y a un gros souci de qualification des postes, ça c'est clair au niveau de la main-d'œuvre. Problématique, c'est qu'il n'y a pas forcément la corrélation entre les postes qui sont à fournir au moment où on se parle et avec les diplômes requis. Donc, il y a un différentiel énorme. Et j'irai un peu plus loin, et je
crois qu'on peut tous dire dans cette interview. J'irai un peu plus loin, je pense qu'il y a aussi une volonté, peut-être un peu accentuée avec le télétravail, qui a été une chose très appréciable pour certains, un peu moins pour d'autres, peut-être un changement de paradigme dans la conception du travail en France au jour d'aujourd'hui, peut-être aussi en Europe, mais en France en particulier, de se dire finalement à quoi bon aller travailler et se lever tôt le matin, c'est peut-être plus facile en télétravail depuis chez soi, et quand bien même, il y a aussi un système qui s'appelle les indemnités chômage qui permet aussi peut-être de passer outre, et pourquoi pas. La problématique, elle est un peu ironique, mais elle est là, elle est très réelle, et on l'entend dans bon nombre de débats de mes confrères médiatiques de la presse parisienne ou de la presse télé, c'est la corrélation entre le monde de l'emploi et le monde, le monde privé, où effectivement les Français aspirent à vivre autrement leur relation à l'emploi, et ça concerne toutes les générations, c'est pas que les milléniums ou les jeunes générations, ça concerne toutes les générations, avec une espèce de dichotomie aussi dans le fonctionnement. Je ferai juste un dernier point sur ce sujet. On parle aussi beaucoup de l'employabilité des seniors. Il faut savoir qu'en France, selon les codes de l'INSEE, nous sommes seniors à partir de 45 ans, ce qui veut donc dire que la fourchette de tir, globalement, on fait des études entre 26, 27, 28 ans pour certains, donc allez, une trentaine d'années, et puis il est difficile pour un jeune d'intégrer l'entreprise parce que par manque d'expérience, par manque de vécu professionnel, même si les diplômes sont là. Et je dirais que la fourchette de tir, c'est un peu comme quand on place un satellite en orbite, elle est réduite entre 30 ans et 45 ans. Si on veut faire carrière, hein, c'était une expression d'autrefois, faire carrière en France, ça se résume à 30, 45 ans, ce qui veut dire un laps de temps très court sur une vie avec une espérance d'âge de 75 ans en moyenne pour les hommes en France. C'est là aussi où il y a le problème. Sur un plan purement politique, on nous parle beaucoup de réformer les retraites et de les passer nécessairement à 64 ans, à 67 ans, voire in fine à 70 ans, ce qui se pratique déjà au Japon ou dans certains pays européens. Ça, c'est la volonté du gouvernement actuel et sans faire de parti pris politique. C'est aussi une nécessité pour financer le système, pourquoi pas. La problématique, c'est que dans le monde de l'entreprise, à partir de 50 ans, voire des fois un peu avant, puisque cette définition du terme senior s'applique à 45, bon nombre d'employeurs ne veulent plus de gens qui ont la cinquantaine pour diverses raisons. Le côté malléable, bien évidemment, on a du tempérament à 50 plus qu'à 30 ou à 20, les salaires qui sont nettement plus élevés, puisqu'en général, ce sont des gens qui ont au moins les statuts d'encadrant ou d'agent de maîtrise, voire plus. Et puis aussi la problématique de la digitalisation, du numérique à outrance, où il y a forcément des connexions qui ne se font plus entre les seniors du travail, les papis du travail, et puis la jeunesse qui flirte depuis très longtemps avec l'outil Internet. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une dichotomie qui existe entre cette volonté d'aller le plus loin possible pour des raisons sociétales dans l'emploi, c'est-à-dire au moins jusqu'à 65, 67 ans, ça c'est in fine ce que prévoit le gouvernement ou les gouvernements successifs, et puis la réalité du monde de l'emploi, où effectivement dans les entreprises, après 50 ans, je ne veux pas dire qu'on n'est plus bon à rien, mais on n'en est pas loin. Et de l'autre côté, il y a des postes à pourvoir, parce que je ne reprendrai pas la fameuse phrase caricaturale d'Emmanuel Macron en disant on peut traverser le trottoir, on a un poste en face, mais bon nombre d'entreprises recherchent des compétences et la problématique, c'est qu'elles ne les trouvent pas. Alors je pense qu'effectivement, il y a un besoin d'information entre les deux populations que sont les employeurs et les employés. Il y a un besoin de formation, ça c'est indiscutable. Peut-être aussi en préalable une question, quid de l'éducation nationale? Est-ce qu'elle prépare réellement à la vie active pendant ces chères études que l'on vit au collège, au lycée ou dans l'enseignement supérieur? J'ai un avis bien arrêté là-dessus, je dirais non. Et puis évidemment, aussi du côté de l'employeur, peut-être aussi reconsidérer cet aspect des seniors qui sont aussi des gens qui possèdent la culture d'entreprise, l'expérience, l'expérimentation, le savoir-faire à transmettre et qui sont potentiellement aptes à continuer au-delà des 50 ans et non à jeter comme des Kleenex. Et puis pour les plus jeunes, eh bien les plus jeunes aussi ne pas hésiter à aller voir un peu ce qui se passe dans ces entreprises et à multiplier les expériences. Voilà à peu près ma réponse, Arthur.
vous pensez qu'il faudrait peut-être revoir le système d'éducation nationale actuel? Alors, le système de l'éducation nationale, forcément, certains se sont cassés les dents historiquement dans les ministres de l'éducation. L'un des plus connus était Claude Allègre, un des ministres de François Mitterrand, qui était une sommité dans le genre et qui d'ailleurs, c'est lui-même qui a donné la définition de dinosaure en parlant de l'éducation nationale, ce qui veut tout dire. C'est-à-dire qu'effectivement, réformer l'éducation nationale, il semblerait que ce soit impossible. Le travail des gens qui sont des enseignants, des professeurs, des gens de l'administratif, il est remarquable. On ne va pas critiquer leur travail parce que c'est très compliqué. Moi-même, j'ai eu l'expérience de donner des cours dans des IUT, dans des écoles de gestion, dans des écoles de niveau bac plus 5. Et je ne suis pas un enseignant, mais j'étais plutôt là en tant que consultant formateur. C'est très compliqué de capter l'intérêt d'un public qui peut être intéressé, ça c'est tant mieux, le maillage va passer tout de suite, mais des fois on a un public qui n'est pas intéressé du tout, donc je pense que les cours sont tous très intéressants, c'est la manière de l'enseigner qui diffère, et on ne peut ne pas aimer les mathématiques ou la philosophie ou l'économie, parce qu'effectivement l'enseignant n'est pas forcément très bon ou pas pédagogue, ou n'a pas voilà, ce sens relationnel, parce que ce sont des métiers relationnels. Ceci dit, l'éducation nationale a le mérite d'exister et de faire très bien son boulot. Après, moi, le constat que j'ai, moi, de ma vision d'entrepreneur journaliste et puis d'observateur de la chose économique, c'est il manque nécessairement une relation très importante entre le monde de l'éducation nationale classique et le monde de l'entreprise et de l'économie. C'est-à-dire que, bon, de temps à autre, on se saupoudre avec des petites expériences sympathiques comme un carrefour de l'emploi, une journée de découverte des carrières. Enfin, on a tous connu ça dans notre passage au collège, au lycée, donc en troisième, en première, en seconde, par exemple, d'avoir quelques pseudo-contacts, mais alors minimalistes, avec la vie active, c'est-à-dire le monde d'après. C'est un peu différent dans l'enseignement supérieur, bien évidemment. Mais voilà, ça s'arrête là. Alors, il y a quand même quelque chose qui est à signaler, qui pour moi est extrêmement important dans cette approche de l'éducation nationale, dans un terme global, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, quelqu'un qui suivrait les pistes d'un CAP, d'un BP, d'un bac pro, d'un BTS pro, d'un cursus d'ingénierie pro avec de l'alternance, ce qui veut dire une partie scolarisée, une partie en entreprise, ce que font les Allemands, ce qu'ont fait les Allemands depuis 40-50 ans, ainsi que les pays scandinaves, et qui ont 5 longueurs d'avance sur nous, est tout à fait remarquable. Il semblerait que maintenant la France se soit mis un peu au diapason. Et d'ailleurs, pendant cette crise sanitaire, on a vu que beaucoup d'efforts ont été faits par les régions, par les départements, par l'État, pour soutenir l'apprentissage et l'alternance. On s'est réveillé un peu tard. On se réveille, c'est déjà bien, parce qu'on pourrait rester en parfaite léthargie. Mais l'apprentissage est, à mon avis, une des voies d'excellence de l'éducation pour un jeune qui veut intégrer la vie active et qui doit tout connaître d'un système économique et d'une entreprise. Que pensez-vous je reviens sur l'apprentissage, des 525 000 contrats signés. Pensez-vous que c'est assez ou qu'on nous sommes capables de faire davantage pour les années à venir? Alors, le chiffre est agréable parce qu'on part de loin, comme l'on dit dans le monde du sport, on part de très loin même, si on compare avec nos amis allemands et scandinaves, voire anglo-saxons, où effectivement l'apprentissage est quelque chose qui se pratique couramment. On peut aller plus loin, je pense qu'on peut aller nettement plus loin. L'apprentissage, c'est un modèle vertueux, c'est un modèle qui a plusieurs avantages. Pour le jeune, c'est déjà d'avoir une vraie approche, les deux pieds dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise, pour avoir une assise relationnelle. On travaille dans une entreprise, on raisonne collectif, hein, même une petite TPE, il peut y avoir 3-4 collaborateurs, on est dans du collectif. C'est une équipe. Moi, je compare ça à un parcours sportif. On rêve tous d'être Kylian Mbappé, on rêve tous, quand on est sportif, d'être Julien Alaphilippe pour les cyclistes, mais ces gens-là travaillent dans une équipe. Et je pense que l'apprentissage pour un jeune, c'est d'aller s'immerger dans l'entreprise,
Un, pour voir comment ça se passe. Deux, parce qu'une entreprise n'avance que parce qu'elle est soudée autour d'une équipe et d'un leader, qui peut être un cadre ou un chef d'entreprise. Et puis, on est dans une approche totalement collective. Pour les entreprises, je trouve que c'est très utile d'avoir aussi à passer par l'apprentissage, parce que c'est un vivier de recrutement évident. Un jeune apprenti qui fait quelques mois ou 2 ans dans une entreprise, quelque part, il est inculqué à la culture d'entreprise dans laquelle il est accueilli. Donc, c'est un moyen pour lui de bien connaître et pour l'entrepreneur de pouvoir avoir un vivier à puiser immédiatement dedans pour transformer le contrat dans un CDI, par exemple. Et puis, c'est aussi une transmission. Ça permet aussi à l'entrepreneur de transmettre un savoir, d'avoir un jeune sous la main pour lui apprendre les bonnes méthodes, la bonne méthodologie. Ça peut, quelquefois, moi j'ai eu des exemples dans ma vie professionnelle journalistique d'entrepreneurs qui ont embauché un jeune apprenti qui, un peu plus tard, a repris carrément l'entreprise le jour où celle-ci a été cédée. Donc il y a un chemin, il y a une destinée, il y a un chemin de vie qui va s'inscrire dans cette relation un peu unique entre l'apprenti et le maître de stage ou le tuteur qui est l'entreprise qui l'accueille. In fine, la corbeille de la mariée peut être très belle si le parcours se passe bien. Merci beaucoup pour ces réponses. J'ai une autre question sur l'avenir de nos boutiques, nos commerces, nos banques, parce qu'on sait que maintenant, il y a le e-commerce qui apparaît de plus en plus. Quel est votre avis sur cette arrivée, sur le fait que nos concitoyens achètent et consomment de plus en plus au biais d'Internet. Ils n'ont même plus l'envie d'avoir ce plaisir, d'avoir le contact avec le commerçant, de toucher le produit, l'essayer. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors c'est sûr, il faut évoluer avec son temps, on est bien d'accord. Je considère, et je serais mal placé pour en parler en le dénigrant, que le système numérique, quel qu'il soit, est prodigieux. En ayant un média numérique, je ne peux pas dire autrement, forcément. Mais comme tout système, il y a forcément un revers à la médaille. Alors c'est sûr que dans une relation économique, commerciale, l'outil numérique, c'est une vitrine au jour d'aujourd'hui, et la crise a permis de s'apercevoir que bon nombre d'artisans, commerçants, de petites structures ne possédaient même pas un site Internet, quand bien même ne possédaient même pas une vitrine sur la toile. Et quand je parle d'une vitrine, c'est au moins un minima, sans tomber dans du web commerce, qui est déjà la catégorie au-dessus, mais ne serait-ce qu'avoir une présentation sommaire d'une activité professionnelle. Donc là, il y avait d'énormes carences qui ont été plus ou moins compensées toujours dans les aides de l'État avec le plan de relance, puisqu'il y a eu des sommes qui ont été allouées, notamment par les régions, pour aider les commerçants, voire les communautés d'agglo, les EPCI, pour justement permettre également d'aider ces commerçants à se doter de cet outil qui est indispensable. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair qu'une entreprise, un commerce, un artisan qui n'a pas sa vitrine sur la toile, je veux dire qu'on a l'impression qu'il date de l'époque de René Coty ou de Mac Mahon, c'est-à-dire assez loin dans le temps. Ceci dit, on a vu aussi avec l'expérience du Covid que de nouvelles formes de commerce se sont mises en place, le click and collect, enfin, il y a la vente à emporter, enfin, tout ça était des modèles de substitution parce qu'il n'y avait pas de vitrine ouverte officiellement. Ce sont des modèles de substitution qui ont d'ailleurs été conservés pour la plupart. Je dirais que là, c'est plutôt positif parce que c'était un aspect de diversification de l'entreprise qui a rajouté une ligne supplémentaire dans ses activités, chose à laquelle elle n'avait peut-être pas pensé auparavant. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est le côté positif, forcément. Là où je suis beaucoup moins dans l'enthousiasme, et effectivement, vous en faites un peu allusion, Arthur, dans votre question, c'est la relation humaine. La relation humaine, je suis désolé, mais la relation humaine, elle est primordiale, elle est essentielle dans notre société, déjà parce qu'elle maintient le lien entre les hommes et les femmes qui vivent sur cette planète, parce qu'elle est la base de toute l'existence. Nous sommes sur ce parcours terrestre, c'est aussi pour développer des relations à l'autre, et ça c'est chimique, c'est dans nos gènes, c'est comme ça. Si on est dit civilisé, ou si on diffère du singe, qui est notre
cousin éloigné ou notre grand-parent éloigné, bien que les singes ont aussi des relations entre eux, mais bon, sous une autre forme, on ne va pas faire de l'anthropologie. Mais je veux dire que la relation à l'autre, elle est primordiale. Et cette relation à l'autre, dans le domaine professionnel, elle se fait effectivement par cette relation entre l'acheteur, le vendeur, dans une boutique, par rapport à un produit. Comment ne pas aller acheter une nouvelle automobile sans l'avoir essayé en concession, sans l'avoir, enfin, être assise à l'intérieur, l'avoir testé tous les gadgets plus ou moins futiles qui peuvent exister. Vous allez acheter un nouvel ameublement, c'est d'aller ouvrir les tiroirs, c'est d'aller vous poser sur le superbe canapé Ligne Roset, par exemple. Bon, on n'est pas sponsorisé par Ligne Roset. Mais tout ça pour dire que là, il y a une relation qui est inévitable. Alors, c'est sûr, on peut acheter une voiture uniquement par le biais d'Internet. Bon, je ne sais pas si enfin, les amateurs apprécieront, mais enfin, comment concevoir cette chose-là alors que c'est quand même quelque chose qui doit se vivre autrement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde et il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'effectivement, à force d'aseptiser tout et de tout numériser, de tout ramener au numérique, on se prive de la relation à l'autre qui est le b.a.-ba. Moi, dans mes cours, j'ai donné beaucoup de cours par le passé à des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre bac plus 5. L'une de mes interventions portait sur les réseaux. Alors évidemment, les jeunes, mais on a tous été jeunes, ce n'est pas un problème par rapport aux jeunes, mais tous les jeunes raisonnaient, ah oui, les réseaux sociaux, formidable, les réseaux sociaux. Que nenni, ce n'était pas les réseaux sociaux dont je voulais parler, c'était des réseaux physiques. Et les réseaux physiques, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais les réseaux sociaux, c'est un outil complémentaire à l'accroissement d'un réseau physique. Le réseau physique, c'est une rencontre entre deux individus et en les mettant face à face, côte à côte, ensemble, peu importe, ou plus, où là on optimise le réseau. C'est l'échange, c'est la parole, c'est la circulation du verbe, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, Arthur, même s'il y a un écran entre nous, on est dans du numérique, mais cette discussion, on pourrait l'avoir quasiment en face à face, sans aucune difficulté. Et moi, où ça m'inquiète beaucoup au jour d'aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup de structures prônent et mettent en avant justement cette dématérialisation de l'humain dans le sens qu'on numérise tout. Alors, il faut déjà penser à toute une frange de la population. On revient à cette notion de senior, quand je disais tout à l'heure que ces fameux seniors, selon les codes de l'INSEE, partaient de 45 ans à plus. Certes, une grande majorité savent piloter des discussions, savent piloter des choses sur Internet pour diverses raisons, mais il y a aussi une grande frange de cette population qui ne sait pas comment ça fonctionne, qui ne sait pas, ne serait-ce faire un email, ne sait même pas comment consulter Google, et tous ces gens-là, forcément, ce sont des has-been d'office. Et ça, la crise l'a démontré dans bien des cas où il y a pas mal de problèmes. Le côté qui est très inquiétant, c'est effectivement cette volonté par non pas les utilisateurs, parce que les utilisateurs c'est une chose, mais par tous ces concepteurs de beauté numérique, de cette espèce d'angélisme numérique qui nous ramène à tous l'utiliser, de créer des mondes parallèles. Je crois que c'est le projet de Facebook, pour ne pas le nommer, de créer un projet qui s'appelle Metaverse et qui veut doter justement de créer un monde parallèle. Certains m'ont dit que ça existe déjà en créant son propre avatar, en le faisant bouger dans différents univers. Enfin, on ne sait plus tellement si c'est un jeu de rôle, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une série Netflix bis, mais que l'on vivrait en temps réel. Moi, je trouve ça assez inquiétant parce que si on est tous à créer nos avatars numériques, quid de la réalité physique et comment on fait quand on se rencontre dans la rue, alors qu'on s'est inventé d'autres personnages. Voilà. Après, on peut partir au niveau sociologique sur pas mal d'idées, c'est pas là le propos, mais il faut faire très attention. Et pour moi, le commerce et l'économie, alors oui, absolument, le numérique, il faut l'être parce que si on ne l'est pas, c'est un manque à gagner évident. Il faut faire très attention par rapport à la relation à l'autre. Et la relation à l'autre, moi qui suis un adepte de la relation humaine par le biais de la communication de l'information, elle doit se faire en physique, elle doit se faire en présentiel. D'ailleurs, ce retour au présentiel que l'on constate depuis quelques semaines est très apprécié par beaucoup de monde parce que des visioconférences, on en a tous fait et je pense qu'on en a tous eu une overdose. Quelque part, on en a vu aussi toutes les limites.
Si vous permettez, je voudrais intervenir et compléter la question d'Arthur. Tu as répondu, Thierry, bien évidemment, sur la relation humaine, et ça, c'est absolument indispensable. Mais au-delà de ça, puisque le numérique est indispensable aussi actuellement, puisqu'on ne peut plus rien faire sans, euh, que vont devenir les villes, les villages? Parce que on se promène dans des villes et dans des villages où des rues entières, les boutiques portent des panneaux à vendre, à vendre, à vendre. Le commerce n'existe plus. Alors bien évidemment, il y a d'un côté la réalité du progrès et du numérique. Et tu as parlé du métaverse, et tu m'en avais parlé la première fois. Je t'avais dit que ça me faisait penser à quelque chose qui a existé pendant plus de 10 ans, qui s'appelait Second Life. Bon, c'est pas tout à fait la même chose parce que là, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Mais dans les villes et dans les villages, que vont devenir ces lieux où les gens aimaient à se promener le dimanche, à rentrer dans des boutiques, à flâner? Je crois que ma réponse, elle est très simple, Daniel, ce seront des musées. Des musées, alors il y a des adeptes des musées, moi le premier, ce seront peut-être des sanctuaires, parce que forcément, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate avec cet aspect du numérique à outrance? Et il y a quand même un homme politique, et sans parti pris toujours, qui l'avait déjà évoqué en son temps quand il était président, c'est Jacques Chirac qui a parlé de la fracture numérique. Donc ça remonte à quelques années. Alors, effectivement, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas égaux au niveau de l'utilisation, au niveau des moyens. Vous habitez une ville, une métropole, certaines d'ailleurs en France ont déjà la 5G, quelques-unes, donc grand bien leur fasse. La grande majorité des villes de province ne l'ont pas et vont avoir du temps encore devant elles avant de l'avoir, parce qu'on s'aperçoit qu'il a été aussi délicat d'avoir et difficile d'avoir la 4G, et il y a encore des endroits où ils ne l'ont pas non plus. Ne parlons pas de la fibre, qui a du mal à s'installer. Et quant aux zones rurales et aux zones champêtres, là, je ne veux pas dire qu'on est dans le grand désert, parce qu'il y a des équipements et il y a des endroits qui sont très très bien équipés selon des régions, selon des départements, selon certaines contrées, pourquoi pas. Beaucoup d'endroits, en revanche, sont totalement coupés, isolés, et aussi bien au niveau de la téléphonie que du numérique, mais je fais l'association des deux parce que forcément tout va ensemble, où il existe encore des zones blanches, où il existe encore des zones qui ne sont pas accordables. Un exemple concret, moi qui ai la chance de voyager, de faire des voyages de presse un peu partout, j'ai effectué plusieurs voyages de presse en Europe de l'Est, aussi bien en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, des pays qui effectivement ont rejoint l'Europe tardivement, comme vous le savez, mais qui ont bénéficié d'énormes crédits, d'énormes subventions de Bruxelles pour rattraper le retard qu'avaient ces nations par rapport aux pays occidentaux. Vous vous promenez dans des endroits reculés, au fin fond de la Bulgarie, au fin fond de la Roumanie, au fin fond de la Pologne. En Bulgarie, on peut encore voir des agriculteurs qui travaillent, qui labourent avec des bœufs et un système de charrue à bois qu'ils poussent. Donc, on n'a même pas de tracteur. Par contre, vous prenez votre téléphone portable et là-bas, dans ce genre de champ, dans ce genre d'endroit, vous avez 5 barrettes sur votre téléphone portable. Ça veut dire que ça fonctionne hyper bien. Vous rentrez en France, après avoir constaté ça, vous retournez dans votre région ou dans votre campagne dite profonde et vous apercevez que des 5 barrettes que l'on avait dans la campagne bulgare, on en est réduit à peau de chagrin à 2, voire 1, voire plus du tout, alors que nous sommes en France et je crois que la France, c'est la 6e puissance mondiale. Voilà. Donc, tout ça pour bien comprendre qu'effectivement, il y a un retard qui est fantastique et des disparités énormes entre les villes et les campagnes au niveau numérique. Alors, pour aller plus loin dans ta question, Daniel, évidemment, ça a un impact économique, ça a un impact sur l'attractivité. On parle beaucoup d'attractivité économique et cette attractivité économique ne peut se faire notamment dans les zones rurales qui ont des potentialités énormes, qui peuvent désenclaver des sites industriels
de l'Île-de-France ou de la région de Lyon, qui ont moins de problèmes de nuisances, de sécurité, de pollution. C'est quand même des endroits à privilégier, vous le savez très bien. La problématique, c'est que l'attractivité numérique ou téléphonique ne suit pas. Donc, si elle ne suit pas, eh bien, les investisseurs potentiels ne viendront pas, iront ailleurs, bien sûr, dans des régions qui sont un peu mieux pourvues. Il y en a aussi qui ont des zones campagnardes très bien pourvues. Et c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner pour les commerces locaux. On ne compte plus les commerces locaux dans les petits villages, dans les bourgs, dans les petites bourgades qui meurent. Il y avait un boucher, mais il n'y a plus de boucher. Il y avait un boulanger, il n'est plus là. La petite épicerie du coin, elle fait tout. Elle fait point tabac, point presse, dépôt de pain, etc. etc. Il y a même les services postaux qui sont rajoutés. Il y a même les services de l'État, puisqu'il y a des guichets uniques maintenant. On peut même faire des papiers administratifs avec des services. France Service qui existe, et c'est très bien, et heureusement que c'est là. Mais quelque part, cette fracture numérique que Jacques Chirac évoquait dans les années 95, ça remonte déjà, s'accentue, s'accélère. Et je dirais que d'une fracture numérique, on en arrive à une fracture sociale, c'est sûr, voire économique. Merci Thierry. Arthur, encore oui, j'ai quelques questions encore, si vous avez du temps. J'ai encore un peu de temps. Voilà. Comment voyez-vous notre France dans une vingtaine d'années? Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a présenté son plan de relance sur France 2030. Et j'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir de notre pays dans 20 ans, par exemple, comme le présente Emmanuel Macron ces derniers temps, avec l'histoire du G20 aussi. Je pense qu'effectivement, j'espère que notre pays ira nettement mieux qu'il n'est déjà, forcément. Et moi, je suis un grand optimiste de nature. Donc, j'ai une vision réaliste, lucide, mais je reste optimiste de nature. Ça, c'est le point qui me caractérise. Alors, l'idée du plan France Relance 2030, c'est une excellente idée. Et j'insiste beaucoup, c'est pas du tout nous ne faisons pas de politique politicienne dans nos propos d'aujourd'hui, mais il est vrai que l'État français a fait énormément pour la relance économique et a injecté plusieurs milliards d'euros, comme vous le savez. Peu l'ont fait au niveau mondial, peu l'ont fait au niveau européen, et on peut au moins reconnaître cela à Emmanuel Macron et à Jean Castex et à leur gouvernement, d'avoir mis en place des choses. Tout n'est pas parfait. La gestion de la crise sanitaire, on pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas le débat. Néanmoins, sur un plan économique, l'État a tenu ses engagements et a été là. Voilà. C'est clair, on l'a dit tout à l'heure en préambule, avec toutes ces aides, tous ces milliards d'euros qui ont été dispatchés un peu partout dans toutes les filières. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas quel est le secteur artisanal, commercial ou industriel qui aurait échappé, ou service qui aurait échappé à quoi que ce soit. Il y a certainement des particularismes, mais ils sont plutôt rares. Alors, on parle évidemment dans ce plan de France Relance de la réindustrialisation, le mot est complexe, de notre pays. L'idée est bonne, parce que forcément, c'est mettre une rustine sur quelque chose qui nous fait défaut depuis 40 ans. Dans les années 70, on a désindustrialisé à outrance notre pays, comme l'Europe en règle générale, et c'est parti vers l'Asie, c'est parti vers les pays de l'Est, c'est parti dans d'autres endroits, parce qu'il y a le coût du travail, parce qu'il y avait la main-d'œuvre moins chère, parce qu'il y avait la productivité, etc., etc. Un savoir-faire que nous avons et que nous avons parfois vendu et cédé à ces pays. Ça c'est l'histoire, on ne peut pas revenir sur le passé, c'est fait, c'est fait. Mais quelle erreur, puisqu'on s'est privé de tout. On s'est privé de tout, et la preuve, c'est qu'au moment d'une crise qui n'était pas envisageable, personne ne prévoyait cette crise de la Covid-19, évidemment, mais on s'est très vite aperçu de nos lacunes, fabrication des masques, fabrication du gel, fabrication de ceci, fabrication de cela, y compris encore à l'heure actuelle où on vit à une époque de surinflation
et de profit pour certains au détriment d'autres, et on n'est pas on fait plutôt partie des autres, où effectivement, parce que tous ces pays ont la maîtrise, tous ces pays d'Asie et ces pays émergents ont les moyens, ont les techniques, ont les méthodes, ont la possibilité de fournir à l'Europe, qui, soit dit en passant, est un continent qui se meurt. C'est un vieux continent, l'Europe, et dans tous les sens du terme. Donc, la problématique, remettre de l'industrie en France, effectivement, il aura fallu cette crise pour y penser, il aurait fallu y penser bien avant, ça c'est des problèmes politiques. Moi, le problème que je vois, c'est que c'est bien beau de dire on va réindustrialiser la France et rouvrir des entreprises, rouvrir des usines. Problématique numéro un, c'est qu'il faut les équiper, ces usines. Et les usines, il faut les équiper de machines-outils. Or, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un entrepreneur français qui est capable de faire une machine-outil. Les machines-outils, les grosses machines qu'on voit dans les industries, proviennent du Canada, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis, de l'Asie. Il n'y a aucune boîte au jour d'aujourd'hui qui est capable de faire ça en France. Ce qui veut donc dire qu'avant de rouvrir des usines, il faut déjà remettre en phase des boîtes qui créent des machines pour mettre dans les usines. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, on revient à cette corrélation avec l'emploi, où remettre des usines en phase, c'est très bien, mais il faut savoir qui on va mettre dedans, avec quel bagage, quelles compétences, quel niveau de savoir. Et puis, il y a un moment ou un autre, il faudra aussi aborder la problématique des salaires, parce que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi un coût du travail et un coût des charges qui est tel. Moi, je connais bon nombre d'entrepreneurs de qui ont des carnets de commandes archi pleins, qui refusent des commandes, qui ne peuvent pas employer parce qu'effectivement, en face, il n'y a pas forcément la main-d'œuvre qualifiée, on en a parlé, mais il y a aussi la problématique des charges qui sont les plus élevées en France par rapport à ailleurs. On est les champions du monde de la fiscalité, ça on le sait, on est les champions du monde des charges lourdes, on est les champions du monde dans bon nombre de catégories, pas toujours les bonnes d'ailleurs, et la problématique, c'est tout ce dossier-là doit être remis à plat, à être discuté avant de refaire une politique de réindustrialisation. Alors 2030, à mon avis, c'est court, c'est trop court, ça ne pourra pas se faire. Il y a une intention, il y a un projet, c'est bien, il existe, il a le mérite d'exister, il y a des fonds qui vont avec, il y a le plan France Relance 2030, c'est très bien. Je ne suis pas certain qu'en 2030, ça évolue aussi vite que ça. Je fais juste un parallèle avec la COP26 qui a lieu actuellement, où plusieurs pays se sont engagés, dont la France d'ailleurs, mais une centaine de pays, 120 pays, ou l'Inde, à réduire les énergies fossiles pour effectivement contrebalancer les problématiques de climat. Ce sont des projets pour 2030, 2050. L'Inde s'est engagée à vivre dorénavant, de vivre un jour ou l'autre avec une énergie renouvelable, pas avant 2070. Donc, c'est pavé de bonnes intentions, mais on met toujours un delta temporel très loin. Paris ne s'est pas fait en un jour, hein, c'était une phrase d'Henri IV. La problématique, elle est là, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on se fixe des objectifs, mais avec des horizons lointains. Tout va très vite, ça va tellement vite qu'on sera rattrapé bien avant d'atteindre ces périodes. Merci beaucoup. Dernière question, après je vous libère. Donc nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Pouvez-vous nous faire un bilan synthétique du quinquennat d'Emmanuel Macron les 5 dernières années? Compliqué parce que faire un bilan, alors déjà il n'a pas terminé encore son quinquennat, bon, alors, il ne reste plus grand-chose certes, je pense que les bilans on les fera peut-être au mois d'avril 2022. C'est compliqué. C'est compliqué parce que entre les intentions du garçon qui a pris le pouvoir il y a 5 ans, 4 ans et demi, et la réalité d'aujourd'hui, il y a forcément un déphasage important. Pourquoi? Déjà, par rapport à toutes les raisons qu'on a expliquées auparavant, une crise du Covid que personne n'a pu prévoir et que personne n'aurait pu gérer. Il faut être clair que l'on mette les uns les autres ou je ne sais qui, ou le chien qui est sur la photo derrière que je vois dans l'écran au pouvoir, ça serait le même résultat par rapport à la gestion de la crise. Forcément, c'est des catastrophes. Alors forcément, il y a la crise Covid.
Il y a un contexte international qui est très compliqué, très particulier, où on est dans de la géopolitique qui ressemble vraiment à de la guerre froide, où entre la Chine et les États-Unis, ça ne s'entend pas, et on est toujours à deux doigts de flirter avec l'impossible, c'est-à-dire lequel va appuyer sur le bouton rouge avant l'autre, notamment par rapport à Taïwan. Et on sait très bien que Taïwan, c'est une zone très sensible, chasse gardée pour les Chinois, chasse protégée pour les Américains. Le troisième conflit mondial démarrera à Taïwan. Tous les spécialistes l'ont déjà dit et l'ont écrit. Donc, c'est une évidence. Il y a un contexte environnemental aussi, puisque forcément, ces paramètres du réchauffement climatique dont il ne faut pas ignorer les effets. Je crois que les effets, quand on voit tous les faits divers sur les sinistres, les inondations, les canicules, les incendies, etc., etc., les phénomènes qui, pour l'instant, ne frappent pas trop l'Europe, il faut être clair, hein, mais on en a quand même des conséquences, mais moindres par rapport aux autres continents, ont impacté aussi, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire machine arrière. Il faut faire machine arrière en changeant les transitions. On est en période de transition, la transition énergétique, la transition écologique, la transition mobilité. Donc, je voudrais dire qu'on est en transition permanente. C'était peut-être aussi un président en transition qui avait des idées au départ, qui est peut-être un peu loin du compte à l'arrivée, parce que entre les promesses électorales et la réalité, ben, il y a un monde, forcément. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, on le sait. Je pense que les gens ont pu être frustrés dans la mesure que l'on aime ou que l'on n'aime pas Macron, Macron avait au moins un avantage pour lui, c'est qu'il incarnait la jeunesse, ce qui n'était jamais arrivé en France d'avoir un président d'une quarantaine d'années. Hein. On a toujours eu des gens, des sexagénaires, voire plus. Qui venaient avec des idées nouvelles, c'était plutôt des nouvelles même assez sympathiques, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi une adhésion de gens de gauche, de droite, du centre, peut-être même encore plus loin, par rapport à des projets un peu libéralo économiques, avec quelque chose d'un peu nouveau. Tous les ingrédients à côté ont perturbé le jeu, c'est une évidence. Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a peut-être aussi une manière. Je pense que Emmanuel Macron a un excellent bilan au niveau international. La démonstration faite encore hier avec Angela Merkel, qu'il a accueilli au dernier sommet franco-allemand à Bonn, l'atteste, le prouve. Il a permis de remettre la France sur un piédestal international et de traiter d'égal à égal avec un Trump notamment ou un Biden maintenant. Bon, alors il y a les sous-marins qui nous font un peu défaut, mais ça c'est une mauvaise parodie d'un James Bond mal ficelé. Mais globalement, je pense que sur le plan international, il y a des choses qui ont été faites positivement. Sur le plan interne, c'est beaucoup plus compliqué. Les Français sont aussi compliqués à manœuvrer, à gérer et à diriger. Donc, pour moi, je suis assez mitigé sur le bilan. Ce n'est pas encore terminé, hein, puisqu'il nous reste quelques mois, quelques semaines peut-être. Dire qu'il n'y retournera pas, à mon avis, non, puisque je pense qu'il va tout est mis dans les satellites, tout est prêt pour un deuxième mandat, enfin au moins une candidature bis pour un deuxième mandat, c'est évident. Les sondages vous démontrent bien qu'en termes de premier tour, il caracole quand même largement en tête de tous les autres, y compris de Zemmour, et voire au second, qui lui d'ailleurs à chaque fois les sondages second tour le donnent sortant. Alors, soit il nous épate vraiment au deuxième mandat, et auquel cas il n'a plus rien à prouver, puisqu'il sera élu pour 5 ans, et ça s'arrête là, et il donne le maximum de lui-même, comme un capitaine sportif, et c'est ce qu'on lui demande de faire. Soit c'est comme le mandat de Jacques Chirac, le deuxième mandat, où Jacques Chirac a été brillant le premier, et le deuxième nettement moins bon, où il s'est un peu reposé sur ses lauriers, en allant plutôt voir ses amis au salon de l'agriculture, qui est d'ailleurs un très grand salon, mais bon, la boutade s'arrête là, mais bon, voilà. Alors, l'avenir de notre pays, je pense qu'effectivement, on est dans une intersection cruciale. Il y a l'avenir politique, donc tout dépendra qui prendra les rênes à partir du mois d'avril 2022, c'est évident. Et puis, il y a l'avenir, de là, il y aura une corrélation sur l'avenir stratégique, économique, environnementale, sociale, parce qu'il y a quand même des gens qui souffrent, il y a énormément de Français qui ne mangent pas à leur faim. Je crois qu'il y a 9 millions de pauvres officiellement dans ce pays, et on est pauvre avec pas grand-chose.
Et je ne parle pas des classes moyennes qui se paupérisent de plus en plus et qui rejoignent cette classe des pauvres. Donc, sur 67 millions de Français, il y en a quand même 38 millions, 40 millions qui vivent limite, c'est-à-dire 50%. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des enjeux, il y a des perspectives, il y a des projets. Il faut être optimiste, on peut y croire. Bon, on n'est pas très loin de Noël, il faut peut-être croire un peu au Père Noël, mais bon, ça ne va pas aller au-delà. Mais il faut surtout être réaliste et puis attendre et voir. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos réponses pertinentes. Je vais passer la parole à Daniel pour conclure l'interview. Merci pour les questions, Arthur. Et merci pour les réponses, Thierry. Moi, j'avais une question, mais qui va te demander beaucoup plus de temps que ce qui te reste pour pouvoir répondre. Tu as parlé tout à l'heure que la France était 6 ou 7e puissance mondiale. On a vu pendant la crise du Covid à quel point on était démunis de tout. Donc, c'est à se demander en quoi la France est-elle 6 ou 7e puissance mondiale, puisqu'on n'avait pas de masque, pas de gel, pas de machine-outils, pas d'entreprise. Les médicaments viennent de l'Inde et de la Chine. Les machines-outils, il n'y en a pas, tu l'as dit toi-même. Enfin bon, en quoi est-elle 6 ou 7e puissance mondiale? Et puis l'autre question, c'est que quand on vit dans la ruralité, on s'aperçoit, tu l'as dit aussi tout à l'heure, qu'on était champion du monde des impôts et des taxes. Et quand on vit dans les campagnes, on est confronté au manque de services publics, c'est-à-dire on s'aperçoit, même si ce n'est pas tout à fait du service public, mais on s'aperçoit que la poste, maintenant, c'est une petite pièce dans la mairie, il n'y a plus de bureau postal. On s'aperçoit que les maternités ont reculé de quelques minutes pour s'y rendre à plus d'1 heure pour aller accoucher. On s'aperçoit que des unités de médecine disparaissent. Donc, à la fois, ce qui est paradoxal, c'est à la fois champion du monde des impôts et des taxes, mais où vont ces impôts et ces taxes déjà? Et comment se fait-il qu'une puissance comme la France n'ait même pas de quoi alimenter les hôpitaux, les écoles de façon cohérente avec leur place sur le plan mondial? Donc voilà, c'est une question qui demanderait beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il te reste quelques minutes pour pouvoir y répondre. Oui, tout à fait, Daniel. C'est une question à tiroir avec plein de choses très intéressantes à aborder. Donc, effectivement, on va synthétiser un peu ça parce que ça pourrait faire l'objet d'un deuxième entretien Oui, je crois, oui. forcément. Oui, la 6e ou 7e place. Pourquoi? Parce que historiquement, la France avait quand même un capital. Hein. Je dirais qu'elle n'a pas brûlé son capital parce qu'il y a eu 2 années de Covid ou presque. Donc, un capital qui était déjà édifié avec les 30 Glorieuses. Alors, on est déjà une puissance mondiale historiquement, à travers les siècles, comme on le sait. Nous sommes des découvreurs, nous sommes des commerçants, nous sommes des voyageurs, nous sommes des gens influents dans pas mal de sphères. Au jour d'aujourd'hui, sur le plan économique, on a toujours une appétence forcément dans la recherche, par exemple, même si la recherche, nos chercheurs partent se délocaliser aux États-Unis, en Grande-Bretagne, puisque quand même Moderna, c'est français indirectement, ou en Asie. Il faut quand même savoir que nos brillantes têtes blondes qui sont diplômées en France, beaucoup vont travailler en Asie, beaucoup vont s'expatrier en Inde. Il y a très peu de dentistes en France. Vous allez à Bucarest, en Roumanie, vous en trouvez à peu près 2000, puisqu'il y a des écoles qui forment des dentistes français là-bas. Donc, il y a quand même des choses qui sont intéressantes pour voir qu'effectivement, on a un savoir-faire et une compétence technique, technologique qui n'est plus à démontrer et intellectuelle qui s'exportent très bien. Il y a des secteurs qui restent les secteurs majeurs, le luxe, le vin, bien sûr, l'automobile aussi, malgré la crise, mais c'était quand même ce sont des pans, l'aéronautique, l'agroalimentaire, hein, bien évidemment, la grande cuisine, enfin, je crois qu'il y a la culture. On a quand même des choses qui font que la France reste dans des positions favorables, et puis sans oublier, bien évidemment, l'enseignement, et combien d'écoles françaises sont réparties aux 4 coins de la planète,
et évidemment la puissance militaire, puisque la puissance militaire fait aussi que cette France occupe toujours ce giron. On fait partie des rares puissances nucléaires. Nous avons une armée qui peut aller se déplacer en très peu de temps, quand le Charles de Gaulle fonctionne, pour rejoindre un port d'attache pour faire une opération. Et puis on a des secteurs encore de zones d'influence énormes. Ça, c'est sûr. Alors, il est clair que c'est la vitrine internationale. C'est la vitrine internationale. Et ça rejoint un peu le parallèle que je faisais avec Arthur tout à l'heure sur le rôle et le poids d'un Emmanuel Macron, qui aura été un très bon président à l'international, ça, il n'y a aucun doute, et qui effectivement a su redorer le blason d'une France qui était un peu appauvrie, au moins sur ce plan-là, du temps de François Hollande, et c'est peu de le dire. Il est clair qu'au-delà de ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il faut, avant d'aller s'expatrier et d'exporter nos savoir-faire, quels qu'ils soient, industriels aussi, nos connaissances, nos process, il faut balayer devant sa porte et le mettre aussi à profit en interne. Et là, je te rejoins, Daniel, c'est bien là où le bas blesse, c'est qu'en interne, le tableau est moins reluisant, avec effectivement des entreprises qui ont fermé, ces délocalisations qui se sont faites, des pans entiers de l'économie qui ont été ravagés, et puis il y a le domaine, bien sûr, du sanitaire. Alors, le domaine du sanitaire, c'est pas la crise de la Covid qui a provoqué toutes ces découvertes massives d'un système qui tient de briques et de broc, puisque ça fait des années que le système sanitaire français est dans la panade, de même que l'éducation nationale, de même que la police, de même que beaucoup de domaines qui ont un point commun, c'est la fonction publique, ni plus ni moins, où la fonction publique, il y a beaucoup de choses à retoucher là-dedans. Il faut quand même savoir qu'en Europe, on est, voire peut-être dans le monde, mais je pense surtout au niveau européen, on est quand même on a le système de fonction publique où il y a le plus de fonctionnaires. Au niveau européen, c'est sûr. Au niveau mondial, peut-être également. Mais on n'a pas les résultats du service public que l'on attend sur le terrain, et notamment dans diverses castes. Alors, être fonctionnaire aujourd'hui, c'est très compliqué, sans aucun doute. On peut leur tirer notre chapeau parce que ça ne doit pas être évident, et on l'a vu avec les images au moment de la Covid dans les hôpitaux, au niveau de la santé ou même au niveau de l'éducation, avec les problèmes qu'il peut y avoir, y compris au niveau de la police, puisque ce sont aussi des femmes et des hommes comme vous et moi, bien évidemment. Donc, il y a des problèmes partout. Je pense que le grand chantier qu'il faudrait mettre en place au jour d'aujourd'hui, c'est de rénover tout ça, c'est de moderniser tout ça, c'est d'apporter de la souplesse. On se plaint, les chefs d'entreprise se plaignent toujours de cette rigidité, ce jacobinisme parisien, ce système un peu féodal où il faut… un exemple, vous ouvrez une boîte en Thaïlande, il faut 2 heures. Vous ouvrez une entreprise en France, il faut 6 mois. Et pourtant, en Thaïlande, c'est pas un pays, c'est un pays qui fonctionne très bien, parce qu'on a les lenteurs administratives, on le voit dans la justice, on pourrait en parler aussi, on le voit dans bon nombre de domaines où ce sont les lourdeurs administratives qui nous plombent. Et les premiers à s'en plaindre, ce sont les fonctionnaires eux-mêmes. J'ai eu écho, il n'y a encore pas très longtemps, de gens dans des systèmes de préfectoraux, donc les préfectures, qui se plaignent eux-mêmes de l'inertie de leurs services. Donc là, il y a un grand coup de balai à donner là-dedans. C'était le vœu de Nicolas Sarkozy, ça a été le vœu un peu d'Emmanuel Macron, c'était le vœu de Jacques Chirac qui fut un temps, mais la problématique, c'est que les hommes passent et le système demeure. Et au jour d'aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y a tout un pan de cette administration qui bloque les Français, qui bloque la France de l'entreprise, qui bloque la France du tourisme, qui bloque la France de la culture, qui bloque la France de la science, du sport, enfin peu importe les thèmes, parce que on vit avec au niveau européen, je crois qu'on est le pays où il y a le plus de normes. C'est 400 000 normes. 400 000 normes pour régenter le pays, donc c'est pas possible. Donc, vous comparez le code du travail en Suisse, qui fait une 50aine de pages, et vous comparez le code du travail en France, qui en fait 300 ou 400, et là, vous avez tout compris. Donc, la problématique de la France, au jour d'aujourd'hui, pour être dans la cour des grands,
respecter son statut de 6e ou 7e entreprise, je parle d'entreprise, c'est un lapsus, pour moi c'est une entreprise, mais 6e ou 7e nation au niveau mondial, il faudrait commencer par un grand coup de balai, un grand coup de nettoyage là-dedans, dépoussiérer, profiter justement de l'ère du numérique. On nous parle de plus en plus de dématérialisation au niveau administratif. Allez faire un dossier de prêt dans une banque, allez faire n'importe quel dossier administratif en préfecture ou je ne sais quoi, vous avez encore 40 papiers à signer et à mettre un paraphe au bas du document, sachant que ces papiers vont être posés dans un coin, ça ne sert à rien. Donc, il y a des incohérences profondes et manifestes, et je pense que là, c'est une histoire de volonté, mais pour faire bouger les lignes, il faudra plus que 10 ans, il faudra plus qu'un mandat de 5 ans, c'est sûr, et il faut des années pour faire bouger les lignes. Et tant qu'on n'aura pas passé le cap, on sera toujours dans cette situation de paupérisation de certains secteurs économiques, de paupérisation de secteurs territoriaux. On a créé les grandes régions, oui, les grandes régions, mais quand vous avez prenons l'exemple de cette Bourgogne-Franche-Comté que je connais bien, puisque j'y suis, où la capitale historique reste Dijon, mais certaines appétences ont été délocalisées à Besançon. Donc, quand vous êtes dans l'Yonne, département qui est à 100 km de Paris, et qu'il faut, pour un artisan ou un commerçant, se rendre à Besançon, c'est-à-dire à 350 km de là, pour aller traiter un dossier parce que la compétence territoriale est à Besançon, on peut se poser des questions. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on pourrait y passer la soirée à trouver les perles rares, mais elles ne sont pas rares du tout, de toutes ces incohérences qui font que la France est la France aujourd'hui, et il faut vraiment que ça change. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Arthur, c'était très très intéressant. Merci pour les questions, merci pour les réponses, puis merci pour le temps que tu nous as consacré Thierry. C'était un plaisir. Merci à vous deux. À bientôt. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.